Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais d'abord m'expliquer auprès de vous sur le choix de la citation de Freud qui figure à l'exergue du travail sur l'hypermodernité. Je vous rappelle cette citation. « Nous vivons en un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. » Si je peux me permettre d'ajouter un mot, Geneviève a participé donc depuis de longues années à l'organisation des conférences du jeudi, entre autres, hein, et donc dans les différents cycles, et donc celui-ci sur l'hypermodernité. Voilà. Par conséquent, je rappelle cette phrase de Freud, sur laquelle je veux un petit peu m'expliquer. Nous vivons en un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Et il écrivait ça en 1938 dans Moïse et le monothéisme. Alors, il n'est aucunement question, et c'est ça que je veux quand même bien marquer, il n'est absolument pas question de diaboliser le progrès. Le progrès en général, un progrès qui est porté en partie par le libéralisme et le libre-échangisme, auquel nous devons une grande partie de la richesse des nations et du bien-être dont nous bénéficions, nous, dans les pays d'Europe. C'est Adam Smith, économiste écossais, qui en a jeté les bases au XVIIIe siècle et dont le credo peut s'énoncer ainsi: c'est l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidés uniquement par leur intérêt personnel, qui assurent le mieux le bien commun et la richesse des nations. Richesse des nations, qui est le titre de son œuvre phare et qui inspire depuis l'économie libérale de la plupart de nos démocraties, qui, à l'inverse des économies administrées, s'en remet à ce qu'on appelle la main invisible du marché, main invisible qui est censée assurer le juste prix de toutes choses et les grands équilibres économiques selon la loi de l'offre et de la demande, et dont l'illustration, le paradigme pour moi, dans notre actualité, serait l'ubérisation généralisée des biens et des services. Par conséquent, il faut reconnaître, si vous voulez, les bienfaits dont nous bénéficions au progrès, mais que se passe-t-il quand ce libéralisme généralisé, qui a certes fait ses preuves, comme je viens de vous le dire, à certains moments de l'histoire, coïncide et se conjoint avec une période de grandes avancées technologiques, quand l'informatique, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les neurosciences vont permettre d'agir avec les procédés de l'engineering au niveau du vivant. Ce vivant, dont François Jacob, biologiste et prix Nobel 2012, écrivait dans son ouvrage célèbre « La logique du vivant » que la naissance, la reproduction et la mort sont des phénomènes totalement solidaires. Ce qui signifie que toucher à l'un de ces phénomènes entraîne des conséquences et des bouleversements dans les deux autres. Or, la convergence de ces technologies combinée à la logique du marché va provoquer un emballement et un véritable hubris aux conséquences incalculables, alors que les interdits s'émoussent et que les frontières de l'impossible reculent. Dans un monde connecté et globalisé, l'appel à franchir les limites se fait pressant. Le concept de castration qui jusqu'ici structurait le sujet autour du conflit et de la culpabilité s'efface pour faire face au narcissisme triomphant de l'homme nouveau, cet homme de l'hypermodernité qui se fabrique et s'expérimente non plus dans nos fantasmes immémoriaux, mais dans la réalité, et plus particulièrement dans un triangle de 75 km² entre San Francisco, Palo Alto et Stanford, ce périmètre que nous connaissons sous le nom de Silicon Valley. Cet homme
promis à l'immortalité, sinon à une très longue longévité, change sa propre nature en s'affranchissant de la chair, de la mort et de la génération sexuée. Pourvu de capacités et de qualités exceptionnelles, grâce aux puces et prothèses en tout genre, qui suppléent à toute faiblesse et à toute incomplétude, enfin débarrassé à jamais de son statut humiliant de mammifère plus exactement sous-développé, cet homme augmenté passe par la possibilité de changer de corps, chacun étant libre de fabriquer individuellement son anatomie en forgeant son propre technocorps grâce à l'endocrinologie et à la chirurgie, véritable manipulation du vivant. Je passe sous silence l'utérus artificiel qui permet de désincarner totalement le processus d'embryogénèse et du développement du fœtus jusqu'à son terme. Ces Moser machines, comme on les appelle, ont été récemment expérimentées pour sauver certains grands prématurés avant de remplacer le corps féminin, si bien qu'on ne sait pas encore si ces bébés, portés par une boîte sans vie et sans âme, ressembleront encore à ceux portés par un être humain qui parle, qui rêve, qui marche, qui chante, qui rit et qui pleure. Il ne s'agit en rien de science-fiction, mais du glissement, et ça j'attire votre attention là-dessus parce qu'il me semble que c'est très important, mais du glissement et de la dérive insidieuse de la réparation, qui est le rôle de la médecine, sauver les grands prématurés dans ce cas-là, à la manipulation du vivant, qui menace une médecine fascinée par les prouesses et la technique. L'alliance de la technocratie et du marché s'empresse de mettre ces biotechnologies au service des demandes sociétales qui se font de plus en plus pressantes dans nos pays développés. Alors, la médecine et la chirurgie sont mises au pied du mur, puisque la faisabilité en est assurée, médiatisée, faisant pénétrer dans l'imaginaire collectif cette idéologie transhumaniste, promesse d'une humanité nouvelle dont l'homme se ferait maître, promesse de bonheur terrestre et d'immortalité, grâce à la science et à la convergence des technologies élevées au rang de nouvelle religion, d'une nouvelle religion d'où viendrait le salut, dans une vision individualiste de réalisation de soi d'un individu souverain. Par conséquent, les grands fantasmes dont sont porteurs depuis l'éternité, depuis la nuit des temps, les êtres humains, enfin réalisés et réalisables. Qui donc pourrait y résister? D'ailleurs, le droit californien a plié vraiment devant les faits et devant la réalité, et le projet de loi éthique qui vient de voir le jour dans notre pays, et je vous signale qu'il a été validé par le Sénat cette nuit, enfin ou la nuit dernière. Par conséquent, le droit californien a plié devant les faits et la réalité, et le projet de loi éthique qui vient de voir le jour dans notre pays semble s'en inspirer grandement, qui lâche sur l'indisponibilité du corps humain et sur la généralisation de la PMA à toutes les femmes, au nom du droit à l'enfant, ce droit à l'enfant objet, à l'enfant chose, dès lors assimilé à un droit civique ou à un droit social, le droit à la sécurité sociale, le droit au congé payé, alors qu'il s'agit du sort de l'être humain en devenir. Ouvrant grande la voie VOIE et VOIX à la GPA, au nom de ce même droit à l'enfant et à la stricte égalité entre hommes et femmes, si toutefois ces catégories gardent encore un sens dans l'avenir. Alors, doctrine californienne qui devient, vous le savez, la nôtre, qui s'achemine pour être la nôtre, et si vous voulez,
On sait que ça n'est pas, dans cette doctrine, l'accouchement qui fait la filiation, mais c'est le fameux parent d'intention. Ce n'est plus l'accouchement qui fait la filiation, c'est le fameux parent d'intention. Et je lisais tout récemment, le 15 janvier, enfin le 15 de ce mois, une information dans le Figaro, dans la rubrique médecine, que sont de plus en plus nombreux les enfants issus d'une PMA, ce qui signifie que la PMA thérapeutique, qu'on est au-delà de la PMA thérapeutique, celle conçue pour réparer l'infertilité, et que par conséquent, on trouve la même dérive insidieuse que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir, on passe de la réparation, qui sont les grands progrès de la médecine, hein, c'est-à-dire vaincre l'infertilité, au bon vouloir et à la convenance personnelle de chacun. Alors, une fièvre productiviste dévore nos sociétés d'urgence. Nous assistons à un engendrement d'objets toujours plus performants, portés par un marketing toujours plus sophistiqué, les rendant toujours plus désirables et à la portée de tout un chacun qui peut se les offrir, suscitant tour à tour l'envie, l'avidité et bien sûr la frustration. Rien n'échappe à cette logique de la marchandisation, ni le marché de la chair, ni le marché des enfants, qui peuvent être choisis, nous le savons, maintenant sur catalogue. Cet emballement généralisé qui ne connaît aucune borne et qui touche tous les registres, le financier et ses bulles ravageuses, c'est exactement la même chose, hein, et autant que la logique du vivant, invitant à une jouissance sans limite, affecte-t-il, et c'est la question que nous allons nous poser au cours de la soirée, affecte-t-il, bouleverse-t-il en profondeur l'économie psychique de nos contemporains? La question, bien sûr, est d'importance pour nous, cliniciens, qui avons l'oreille collée au divan. Force est de reconnaître que nous n'entendons plus beaucoup, un inconscient lié au refoulement secondaire, à la culpabilité et donc à la névrose. La névrose n'est plus tendance, comme l'écrivait Houchang Guillardi, notre président, dans un très bel article paru dans un numéro de Kevoy, le numéro 40, qui est paru en 2013. Je vous y renvoie. Alors, en effet, nous entendons des patients désemparés, déboussolés, qui se plaignent de malaises diffus dans des problématiques très complexes, des fixations très précoces, qui font désordre dans les corps et menacent souvent de décompensation massive. André Green faisait la même constatation dans un entretien donné quelques mois avant sa mort, en 2012. Il évoquait déjà les nouveaux habits de la demande, dont des états limites échappant à la trilogie freudienne. Il semble que la nouveauté réside dans le nouveau statut de l'objet, l'objet généré par l'ultralibéralisme, car si pour le névrosé, tout objet se présente sur son absence, signant le rapport du sujet à la castration, en revanche, il s'agit d'exhiber en permanence, tel un fétiche, ce qui ordinairement se trouve dérobé, flirtant sans cesse avec quelque chose de la perversion. En effet, l'identité sociale et l'identité tout court se construit de plus en plus autour de l'avoir, de l'accès à la consommation, et une partie de la population ne peut pas suivre. Alors ainsi condamné à la jeunesse et à la jouissance perpétuelle, le nouveau sujet ne peut que se trouver en proie à la fatigue, à la dépression, voire à l'impuissance et aux addictions de toutes sortes pour tenter, avec les addictions de toutes sortes, comme avec un antidote, de pallier et de remplir le vide subjectif. Voué au désarroi et à l'effacement des repères et des limites
qui le structurait, notre nouveau sujet fonctionne dans la jouissance, au-delà du principe de plaisir, avec en sourdine le travail de la pulsion de mort qui concourt à la mort du sujet. Avant d'aborder cette clinique de la dépression engendrée par notre hypermodernité, je voudrais dire quelques mots sur le statut du corps. D'abord parce que cette attention portée au corps est la spécificité, on pourrait dire l'ADN de la PM. En effet, nous avons mis au travail un cycle de conférences au cours des années précédentes sur la question de qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse, qui a donné lieu à une publication en 2013 à laquelle je vous renvoie. Nous savons que le corps ne se réduit pas à un organisme composé d'éléments indépendants ou à une tuyauterie à simplement réparer, mais qu'il est un tout. Il est un tout tissé dans le langage, qu'une subjectivité traverse et qu'aucun progrès scientifique ne peut suffire à saturer. Nous n'avons pas un corps comme nous avons un vélo ou comme nous avons une maison. Nous sommes notre corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le corps ne peut pas être un bien comme un autre et ne peut pas être l'objet d'un marché. Or, nos sociétés contemporaines font du corps une entreprise à gérer au mieux. Il faut mériter sa forme, l'applier à sa volonté, et nombre de nos contemporains ne trouvent prise sur leur existence qu'au travers d'une discipline du corps. En effet, l'homme occidental se découvrait, il y a quelques décennies de ça, un corps, lieu privilégié du paraître, objet de tous les soins, qui ont fait, vous le savez, exploser les diverses techniques de mise en forme et le juteux marché du bien-être. Mais dans ce même temps, il le vivait, ce corps précieux, comme un lieu de précarité et de vieillissement, un vieillissement à combattre à tout prix pour en conjurer la perte et tenter de maîtriser l'immaîtrisable. Quitte à se défaire de cette structure encombrante, grâce aux gadgets offerts par le marché, opérant la fusion de la machine et du vivant, telles ces chimères et créatures hybrides que sont les cyborgs et les exosquelettes, dont nous avons pu visionner l'an dernier quelques spécimens grâce à un de nos conférenciers. Bon, ces hybrides et ces créatures hybrides étaient évidemment jusqu'à cette décennie, je pense, semblaient voués à la science-fiction. Ce corps brouillon est programmé et vécu alors comme un membre surnuméraire qu'il faudrait supprimer. Dans le discours scientifique contemporain de l'hypermodernité, je vous rappelle qu'est la nouvelle religion dont est attendu le salut, le corps est pensé comme une matière indifférente, simple support de la personne. Or, je le répète et j'insiste, nous sommes notre corps. Cet adieu au corps, comme barrière symbolique, bouleverse à grandes enjambées l'univers symbolique qui jusqu'ici construisait la cohérence du monde. Et je pense que la pratique officielle de la télémédecine, qui se passe de l'examen clinique, c'est-à-dire du corps et de la parole vivante du patient, pour diagnostiquer et prescrire, est bien le signe de cette mise au placard du corps. C'est ainsi que la médecine a également recours souvent, un recours immodéré souvent, à l'imagerie, et par conséquent nous voyons la clinique disparaître peu à peu. J'entendais il n'y a pas très longtemps, dans une émission scientifique, que les patients et les êtres humains, enfin mais les patients, vont demain être tous connectés à des machines qui enregistreront nuit et jour l'état de leurs organes
et de leur fonctionnement. Mais ce serait vrai pour tous les humains, pas que pour les patients. Alors, ça aurait l'avantage, évidemment, de donner comment dirais-je, un panorama global de l'humain, mais en même temps, il n'y aurait pas beaucoup comment dirais-je, de calinothérapie, dont on sait quand même à quel point c'est important pour les patients et pour les malades. Alors, c'est ainsi que alors je reviens à la clinique que nous pouvons observer, c'est ainsi que nous rencontrons des patients déboussolés, désarrimés, dans une grande insécurité identitaire, renforcée évidemment par la libération psychique propre à notre siècle, grâce en partie à la diffusion et à la vulgarisation, souvent d'ailleurs très mal comprise, des avancées freudiennes. En effet, sorti de l'étouffoir disciplinaire et des interdits, notre individu souverain se trouve dès lors confronté à la dualité du possible et du souhaitable qui vient remplacer l'ancienne dualité permis-interdit. Il ne peut donc, pour répondre à ce tout nouveau défi, puisqu'il n'y a plus d'interdit, que prendre appui que sur ses propres forces internes, plus d'interdits et donc plus d'alibi possible. Être manager de soi-même et à devoir répondre à l'injonction « deviens ce que tu es, consomme et jouis sans entrave », c'est la crainte d'être insuffisant qui taraude donc notre contemporain. Tant il est plus facile et commode de subir l'interdit que d'encourir la castration. À tenter d'être soi et libre d'accéder à son propre désir. C'est ainsi que notre clinique à nous, psychanalystes, celle que nous entendons sur le vivant, semble avoir basculé du drame de la culpabilité à la tragédie de l'insuffisance et à son antidote, bien sûr, les addictions en tout genre. Comme si cette dépression-là avait de nos jours remplacé les névroses de défense. Songez que les dépressions ont progressé de 18% ces 10 dernières années, du même pas d'ailleurs que les interdits reculés. La science change en effet le rapport au monde de chaque sujet, en entretenant évidemment l'illusion que tout est possible. Cette manipulation du vivant que les avancées de la science autorisent entretient l'idéal du tout possible, attisant la volonté féroce de rejoindre l'idéal de l'homme nouveau, tant du côté patient, d'ailleurs, que du côté médecin. Gagneurs, sportifs, aventuriers, capitaines d'industrie et gagnants en tout genre, envahissent le paysage imaginaire français et planétaire, dessinant un idéal du moi inatteignable pour certains. C'est alors une pathologie de l'insuffisance, pathologie de l'estime de soi, d'un individu qui n'arrive pas à répondre à cette injonction prométhéenne et qui fait alors l'ordinaire de notre clinique. S'ensuit un flottement identitaire qui se manifeste entre autres par la vogue des tatouages et des piercings, comme si ces corps, désarrimés, ayant perdu leur centre de gravité, avaient besoin de ce marquage sur et dans le corps pour y inscrire une identité défaillante et incertaine. C'est la même chose pour les marques, hein, la folie des marques, c'est-à-dire comme pour se donner une identité. Alors, notre patient contemporain devient déprimé, il semble ne pas pouvoir faire face aux mouvements et changements constants vécus en temps réel, à cette accélération du temps, au culte de l'urgence et de la performance d'une société malade du temps et qui fait miroiter en permanence un Éden pulsionnel. Notre contemporain déprime d'avoir à supporter
l'illusion que tout est possible et qu'il n'y arrive pas. Cette dépression s'exprime par une pathologie de la motivation, particulièrement symptomatique chez les adolescents. On sait en effet qu'il faut des obstacles, voire des interdits, pour stimuler et faire monter la libido. Mais c'est surtout d'un dérèglement de l'action que notre contemporain est accablé. Inhibition, impuissance à l'action, par crainte d'être insuffisant, pas à la hauteur de l'idéal du moi promu et exigé. Le bonheur sur ordonnance et la jouissance à tout prix induisent une fatigue lancinante. Le conflit psychique n'a pas disparu, mais il se cache dans la perte d'énergie, dans une sorte d'asthénie. Le désir de rivalité est là, à fleur de peau, stimulé par une société de l'ouverture et de la transparence qui fonctionne toujours plus, mais il est abrasé par la crainte de l'affronter. Et si par hasard notre contemporain s'y risque, ce sera dans un passage à l'acte violent qui signe bien une pathologie de l'agir, ou plus exactement une pathologie de l'acte. Par conséquent, notre société qui pulvérise le temps, la réflexion et toute élaboration, nous le savons, est propice aux décompensations. Ces personnalités dépressives vivent chroniquement sous le signe de pertes constantes, avec le sentiment fondamental d'être des perdants, d'être des déçus. Prisonniers d'une image tellement idéale de soi et du surmoi collectif qui le paralyse, notre contemporain a en permanence besoin d'être rassuré, comme s'il devait sans cesse chercher à l'extérieur un apport narcissique pour réparer ce qui manque intérieurement à la représentation de lui-même. Sujet flexible, sans assise fixe, c'est la référence objectale qui devient le support du moi. Ce surinvestissement démesuré sur le moi rend toute frustration très difficile à supporter. Le patient n'obtient jamais de vraie satisfaction, il se sent vide, et ce vide est ressenti comme un défaut dont il peut avoir honte, et qui est tout à fait lié au regard social dans une société de la transparence. Cette impuissance à l'action, remplacée par le passage à l'acte, fait évidemment le succès et le triomphe du virtuel. Ce virtuel qui permet de ne pas y aller et de jouir sans affronter la castration. Et ce sont évidemment les chats, les rencontres sans lendemain, sans passé ni futur, sans inscription ni trace, qui surgissent d'un simple clic. Succès également, banalisation et envahissement pour les mêmes raisons de la pornographie qui allège du sexuel, de l'impossible rapport au désir et au réel de la castration, auquel se heurte immanquablement la relation sexuelle effective. Certes, la pornographie a toujours existé, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais sa rencontre avec Internet l'a portée au carré et voire à l'infini. En effet, par la pornographie, le sexuel peut être approché et en même temps évité. On assiste également à la perte de consistance des objets, à la mesure de leur abondance et de leur turnover infini, turnover perpétuel, nécessaire pour accélérer les processus de production et de circulation, qui sont évidemment l'essence du capitalisme et de la plus-value qu'il entretient. Un objet, en effet, nous le savons, ça se construit. C'est par l'investissement psychique qu'il devient objet. Pensons à la fameuse cristallisation célébrée par la littérature. Et nous savons bien, nous analystes, que le temps ne respecte rien de ce qui se fait sans lui. Nous savons en effet, par exemple, que le temps du deuil est incontournable et que de ne pas le respecter produit des pathologies. Temps psychique donc incontournable à distinguer du temps physique
et à la dictature du temps réel, où les événements vécus en temps réel nous submergent et nous empêchent, se bousculent et nous empêchent de réfléchir et d'élaborer. Justement, je pense qu'avec le rapport au corps, le problème du rapport au temps est certainement sont les deux événements importants qui pourraient nous faire parler, devant l'hypermodernité, d'une révolution anthropologique. Ce rapport au temps nouveau et ce rapport au corps aussi, qui est quelque chose de nouveau. Il semble que ce sont deux éléments essentiels. Alors, l'explosion du pouvoir et la tyrannie des images surgies de toutes parts participent évidemment à l'effacement de l'intériorisation et de l'intimité, accentuant encore, évidemment, le vide subjectif. Et nous ne connaissons que le temps de l'urgence qui écrase la temporalité et nous empêche de penser le temps, et puis de penser tout court, qui nous fait dépenser. Dictature du temps court et règne de l'éphémère. Ce vécu d'urgence suscite la jouissance et l'épuisement, et on peut se demander si la dépression et son inhibition à agir, ce que l'on appelle la panne dépressive, n'est pas, sur le plan symbolique, le seul moyen pour ralentir le rythme d'enfer qu'impose la compression du temps à laquelle nous assistons et à laquelle nous participons. Cet effacement du temps de la réflexion et de l'élaboration creuse un grand vide dans le psychisme, vide qui le force à se saisir de toujours plus d'objets. Objet leur, c'est ainsi que le vide dépressif suscite le remplissage addictif, antidote donc au vide existentiel. Il devient essentiel de ne jamais laisser le vide, le rien s'installer, la vacuité renvoyant à la mort. Et le tourbillon d'activité faisant à lui seul fonction de sens. On se shoot à l'urgence et les drogues deviennent des outils de travail pour répondre aux exigences de réactivité et de performance. L'automédication n'a jamais été aussi importante que de nos jours et elle devient un problème majeur de santé publique. Qu'est-ce qu'on entend cliniquement par addiction? Ce nouvel esclavage dont le champ s'est considérablement élargi avec l'accroissement incessant d'objets et d'activités véhiculés par le marché. Il est essentiel de garder à l'esprit que cette dépendance prend son ancrage non pas dans la présence de l'objet actuel, sans cesse renouvelé, mais dans la répétition d'une insatisfaction angoissée, accordant à l'acte la possibilité et l'exigence de sa reproduction sans limite. L'identique s'accomplit indépendamment du principe de plaisir, dans son au-delà donc, c'est-à-dire dans une tension douloureuse sur le modèle de la compulsion de répétition freudienne. Sinon que, dans la compulsion ou contrainte de répétition, il semblerait qu'il s'agisse de tenter d'inscrire les traces d'une mémoire oubliée, alors que dans l'addiction, il s'agit, me semble-t-il, d'une décharge pure et simple aux tensions douloureuses. Il s'agit de remplir un moi insatiable, sans limite et sans bord. Alors, cet écrasement du temps subjectif altère totalement, et ça aussi c'est très important, toute possibilité de cheminement créatif, et privilégie donc les passages à l'acte au détriment de l'activité fantasmatique. Nous avons déjà mentionné l'envahissement de notre scène contemporaine par les passages à l'acte de plus en plus violents. Il suffit d'ouvrir un journal ou d'écouter des informations pour en faire le constat. Alors, si l'objet de l'addiction,
c'est largement étendu et peut être tout à fait variable et indifférent, ce qui compte, c'est qu'il procure des jouissances courtes et immédiates, comme l'exprimait Françoise Dolto. Circuit court qui court-circuite le sujet, un sujet qui jouit, agit malgré sa volonté. L'addiction approchée sous cet angle se caractérise par quelques traits: l'urgence de la demande, le besoin impérieux qui n'accepte aucun différé, l'objet à portée de main, dépendance à la défense, au chou, sentiment de ne pas exister en dehors du terrain addictif, recherche de sensations toujours plus fortes sur le modèle de la toxicomanie, la fuite du quotidien, tension permanente entraînant et retenue. Comme avec les drogues, la sensation est venue prendre la place de l'affect, et parfois jusqu'à l'épuisement. En tout cas, ce qui est perdu, c'est la liberté de s'abstenir. Notre sujet est agi et joui. Nous sommes en présence de ce qui a été appelé pharmacon, ou plus exactement, l'effet pharmacon. Cet effet de désubjectivation qui sauve de la douleur d'exister et qui aliène en même temps. Remède et poison tout à la fois. Les addictions ont longtemps été confondues avec la toxicomanie, puis, grâce au travail, entre autres, de Joyce McDougall, elles ont été étendues à ce qu'elle a appelé les toxicomanies sans drogue. À propos en particulier des anorexies et des boulimies, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, puisqu'elles ont été l'objet d'une recherche spécifique ici à l'APM et qui a donné lieu à une publication en 2010 à laquelle je vous renvoie. L'anorexie, que le médecin et le psychanalyste, je crois, hein, c'est ça. Par conséquent, toxicomanie sans drogue, avec évidemment, Joyce McDougall a beaucoup ouvert la voie de ces toxicomanies sans drogue dans des conduites de dépendance, dont la sexualité addictive. Alors, une citation de Derrida me semble rendre au mieux la définition du pharmacon telle que je la conçois et telle que je vous la propose. Elle est tirée du pharmacon de Platon, dans tel qu'elle est parue en 1968. Je cite: « L'essence du pharmacon, c'est que n'ayant pas d'essence stable, ni de caractéristiques propres, il n'est dans aucun sens de ce mot, ni métaphysique, ni physique, ni chimique, il n'est en aucun sens de ce mot une substance. C'est donc la relation et non l'objet qui fait l'addiction. Et on peut dès lors comprendre qu'Internet puisse fonctionner, pour certains, comme une drogue du moi. » Alors, là je rentre un peu dans les cas très rapides. C'était d'abord 1 heure tous les soirs, me dit un patient. Puis c'est devenu la plus grande partie de la soirée, aux grandes dames de ma compagne qui n'en peut mais. Certaines fois, je ne pouvais même pas attendre le soir. Je me connectais sur mon lieu de travail, au risque de sanctions graves. Depuis quelque temps, j'y passe la nuit, me dit-il, pour excuser peut-être l'accablement visible chez cet homme jeune et robuste, pourtant, mais dont les yeux ce jour-là étaient particulièrement cernés. A-t-il senti une réprobation chez moi, restée pourtant parfaitement silencieuse? Est-ce un sursaut de son surmoi? Il s'empresse d'ajouter, comme pour se justifier: si vous saviez comme c'est tellement plus intéressant et plus passionnant que le monde normal, j'ai vécu des aventures absolument extraordinaires. Vous avez compris que cet homme est un addict des jeux vidéo et que pour lui, comme le formule Lacan, ça a commencé à la chatouille, quelques heures le soir, et ça s'est terminé à la flambe à l'essence. Il y passe toute la nuit. Alors, être mieux que soi, plus que soi, autrement que soi,
c'est le but recherché par ce que l'on peut appeler les manipulateurs de soi sur Internet. Les soi virtuels dont ils se parent les sortent d'eux-mêmes et les plongent dans un univers gratifiant et tranquillisant, véritable narcotique, anxiolytique, auquel ils reviennent de façon compulsive, comme certains qui ne peuvent se passer de la camisole chimique. Pendant un temps, l'individu est reconnu sur Internet pour ce qu'il voudrait être. Alors, explorer tous les différents aspects de son moi pourrait être très enrichissant. Après tout, c'est en jouant à être quelqu'un d'autre que soi, policier, docteur, pompier, que l'enfant apprend à être lui-même et apprend à se construire. La différence essentielle avec les internautes, c'est que, enfin, avec l'enfant, c'est que l'enfant joue pour de vrai, avec de vraies personnes, ce qui évidemment l'aide à se construire. Alors que l'autrui de l'internaute n'est recherché que dans la mesure où il atteste, conforte et flatte le moi virtuel, encourageant sa dimension de plus en plus narcissique. Comme une drogue douce, comme l'alcool, comme le hashish, Internet, avec ses rencontres et ses lieux virtuels, permet d'échapper à la réalité et à la douleur d'exister. Le dernier film d'Ozon mérite à ce titre d'être vu. Son titre, c'est « Celle que vous croyez ». Celle que vous croyez, avec une Isabelle Huppert, complètement prisonnière de la femme dont elle a entièrement fabriqué l'image et dont elle ne pourra ni n'osera sortir, se dérobant à toute rencontre avec son amoureux transi, qui lui, flambant dans un imaginaire sans borne et sans bord, se donnera la mort. Narcisse est alors condamné à se noyer dans le reflet de sa propre image qu'Internet lui renvoie. Ces manipulations de soi sur Internet, c'est un film bien sûr, mais la fiction s'inspire toujours d'une certaine réalité. Ce sont toujours des morceaux choisis de la réalité. Alors ces manipulations sur Internet, que je n'ai fait qu'ébaucher, nous parlent, me semble-t-il, de la souffrance et de la difficulté de beaucoup de nos contemporains à relever le défi de la gestion de leur identité de sujet, mais également de leur identité sociale, qui se construit dans notre hypermodernité, qui ne se construit dans notre hypermodernité qu'autour de l'avoir et de l'accès à la consommation. Internet et certaines de ses applications récentes viennent illustrer jusqu'à la caricature ce qu'il en est de l'addiction sexuelle. Géolocalisation pour situer les partenaires sexuels potentiels dans le voisinage immédiat susceptible d'être choisi pour copuler dans l'heure. Un simple clic déroule le menu, ou plus exactement le mode d'emploi, préférences sexuelles, profil, position favorite, mensuration. Deux conditions président à ces rencontres. Premièrement, l'immédiateté. Aucun différé n'est toléré de la demande à sa réalisation. Deux, la parfaite adéquation du produit aux caractéristiques déclinées. J'emploie à dessein le mot de produit pour désigner le ou les partenaires choisis, mais surtout chosifiés, qui semblent nier en tant que sujet séparé, ayant un désir propre. Le mode d'emploi a été déjà prescrit. Alors, j'ai reçu 3 ou 4 fois un homme qui préparait ses parties fines sur ces critères et ce modèle, se dopant dès le premier clic pour mieux en profiter. Il prenait de l'héroïne ou une autre substance dès le premier clic, avant le premier clic même, pour profiter déjà de la conversation et puis du débat avec les partenaires qu'ils se choisissaient. Alors, bien entendu, il est évident que la cure analytique avec ses rendez-vous programmés et sa temporalité ne pouvait en rien lui convenir,
sinon rendre plus vive encore une angoisse insupportable. Et je pense que je l'ai perdu de vue, mais c'est le genre de patient incapable d'investir un lien thérapeutique et qui zappera à la moindre frustration de thérapeute en thérapeute. Alors certains applaudissent, célébrant cette nouvelle liberté sexuelle, alors que nous entendons, nous, dans les cures que nous menons, combien la vraie liberté sexuelle est toujours difficile à conquérir psychiquement. En tout cas psychiquement. En dépit de ces changements manifestes, certaines problématiques traversent le temps sans beaucoup bouger, même ratées, même boiteries et souffrances dans la vie amoureuse et sexuelle de beaucoup de nos patients. Les normes et pratiques sexuelles changent, certes, mais l'angoisse de castration demeure. Elle prend simplement de nouveaux déguisements et de nouveaux contournements. Il est évident que l'addiction n'a rien résolu du malaise, du malaise de fond. La multiplication des partenaires sans une vraie rencontre, c'est-à-dire sans l'hétérogène, n'assure que l'oubli momentané de l'angoisse et de la douleur d'exister. Une désubjectivation par le remplissage à renouveler en permanence pour se sentir vivant. Il s'agit toujours de remplir un moi insatiable et sans limite, sans bord et sans fond. C'est le règne du trop, il n'y a jamais assez, d'où la défense généralisée à n'importe quoi, où la définition de Derrida s'illustre dans sa pertinence. Défense au travail, défense au sport. Défense au sport, je pense par exemple à un cas où j'ai reçu il y a quelque temps un coup, j'ai été alertée, j'ai reçu il y a quelque temps un couple alerté par un mari qui ne voyait quasiment plus sa femme, laquelle, son travail achevé, se précipitait dans les salles de sport où elle passait le plus clair de son temps libre. Elle s'était découvert cette activité depuis quelques mois, sans que rien dans l'économie du couple ne semble l'avoir motivée, il ne semble avoir changé. Cette pratique lui donnait, au-delà de la sensation de jouissance musculaire, une identité, peut-être son identité tout court, et ces quelques exemples signent une grave crise évidemment de la subjectivité à laquelle nous l'avons vu, plusieurs facteurs convergents au concours. D'abord, ces facteurs convergents, je vais les récapituler sous une autre forme. D'abord, la pression de la rationalité économique qui ne cesse de passer du qualitatif au quantitatif, au nom des rendements et de la performance et de la gouvernance par le chiffre. Ensuite, la pression numérique qui tente à réduire de plus en plus le sujet à de simples données. Et enfin, la pression, c'est pas la moindre d'ailleurs, la pression technologique qui dévalue le perfectionnement humain par le symbolique, ce qu'il est convenu d'appeler le travail de civilisation et de sublimation, pour lui préférer l'augmentation par des procédés d'engineering, puces électroniques, exosquelettes, cyborgs, etc., dont nous avons parlé. Et c'est là que le titre proposé par Daniel Silboni pour le mois prochain prend toute sa dimension et sa pertinence, puisque son titre magnifique est « L'homme peut-il se dépasser en cessant d'être lui-même ?» posant des questions philosophiques et existentielles fondamentales. Notre discipline elle-même est victime de cette compression du temps et de cette exigence de performance. En effet, beaucoup de nos nouveaux patients l'expriment sans ambiguïté dès le premier rendez-vous. Ils veulent des garanties de résultats, et ils veulent que ce soit rapide. Et les thérapies courtes concourent à décrédibiliser la psychanalyse auprès d'un public non averti, bien sûr. Auprès d'un public non averti, c'est un parcours trop long, trop contraignant, trop incertain et trop coûteux. Et pourtant, il ne s'agit surtout pas
de céder à la rapidité, mais d'offrir à ceux qui s'adressent à nous l'hospitalité. L'expression est de René Major et je l'aime beaucoup. Il suffit d'offrir à ceux qui s'adressent à nous l'hospitalité d'un lieu où se poser, un lieu habité par une haute temporalité, dans laquelle, loin du bruit et de la fureur du monde, ils puissent laisser advenir cette part insu, ignorée d'eux-mêmes d'ailleurs, qui les fait souffrir d'être pas entendus. C'est la raison pour laquelle, sans jamais céder à la rapidité, il est important que nous soyons à la hauteur de la subjectivité de notre monde contemporain et des mutations qui le traversent pour être au plus près de nos patients et être mieux en mesure d'entendre leurs souffrances spécifiques et de les accompagner. C'est d'ailleurs un début qui a présidé au choix de cette série de conférences sur l'hypermodernité que nous avons initiée sur l'hypermodernité. Et par ailleurs, je pense que la psychanalyse a un rôle majeur à jouer dans cette crise de la subjectivité, ou plus exactement, dans cette désubjectivation généralisée induite par l'air du temps. Elle a en effet à prendre la mesure du danger et de la réelle fascination que peuvent exercer tous les totalitarismes sur des esprits rendus mélancoliques par tous les progrès d'une technoscience qui évacue la dimension du sujet, le privant de toute attache à sa terre et à son histoire singulière. Voilà. Je vous remercie.